Bonjour Adrien. Bonjour Grégory. C'est un plaisir de te retrouver. Alors on s'est rencontrés il y a déjà quelques années et puis on s'est recroisés il y a quelques temps sur Virtuality, sur Laval Virtual. C'était Oui, une excellente occasion de refaire un petit peu le point sur l'évolution d'Augmenti, de Calanque. Donc, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter et puis nous parler justement d'Augmenti et de Calanque? ok. Du coup, moi, je suis Adrien Carta. Je suis à la base quelqu'un qui est issu de formations liées aux jeux vidéo, dans pas mal de domaines. J'ai commencé par la programmation, puis je suis allé sur le management de projet. Et ensuite, on a créé notre société avec Baptiste, mon associé. Et cette société, c'est Calan, initialement. Et on l'a créée maintenant il y a un peu plus de 6 ans, parce que c'était en mars 2017. On s'était parlé, du coup, un an après ça, en 2018. Très tôt dans la vie de Calan, on a décidé de nourrir en fait notre projet d'entreprise par de la prestation, et notamment de la prestation en réalité augmentée. C'est un secteur qui nous a intéressé dès le début. On y voyait énormément de possibilités dans le futur. Et donc, on s'est dit, on se spécialise là-dedans, on fonce là-dedans. À partir de 2018, du coup, on a commencé vraiment activement à créer notamment des filtres Snapchat, Instagram. Et c'est comme ça qu'on a bâti une équipe pour aboutir sur pas mal de projets en réalité augmentée plus ambitieux pour des clients et aussi notre projet un peu tête d'affiche dont je reparlerai plus tard qui s'appelle Toco Toco, qui est un jeu entier en réalité augmentée à 100% en réalité augmentée. Et du coup, avec l'évolution de la boîte, comme maintenant on est quand même un petit peu plus d'une quinzaine, on s'est rendu compte qu'on avait quand même ce côté un peu bicéphale, où on a le studio de jeux vidéo d'un côté qui est toujours existant et qui fonctionne pas trop mal parce qu'on a des clients dans le jeu vidéo pur, on va dire, dans le jeu console, PC ou mobile. Et cette partie réalité augmentée et de manière plus large, technologie immersive, parce qu'entre-temps, du coup, on a aussi eu des projets avec casque, donc en VR et puis en MR. Et ce côté bicéphale commençait à trop fonctionner. Donc, on s'est posé, on a décidé de scinder les deux activités. Calanque, c'est le studio de jeux vidéo, ça reste comme ça. Et Augmenti, ça devient le nouveau nom de toute notre activité de technologie immersive qu'on fait depuis maintenant 6 ans. Donc, il y a deux sites, deux présentations et deux façons de discuter, ce qui fait que c'est plus clair pour tout le monde. Donc ça fait une sacrée évolution quand même depuis 2017-2018, une grosse structuration des missions de l'entreprise. Si on s'oriente un petit peu vers vos réalisations justement plus immersives, comme tu l'as dit, on reparlera un petit peu du jeu, mais qui est toujours immersif après. On a vu, enfin, tu m'as présenté, tu m'as parlé de belles réalisations au cours des deux salons précédents, et en particulier ce que vous avez fait pour la grotte Cosquer. Est-ce que tu Mm. peux décrire un petit peu ce que vous avez fait pour ce Ouais. lieu et puis les difficultés, un petit peu, comment vous êtes organisé là-dessus? Ouais. Alors, c'est un projet un petit peu particulier parce que nous, quand on le développe, on n'est pas en contact direct avec le commanditaire. Comme ça nous arrive souvent, finalement, on est souvent en bout de chaîne. Nous, on a travaillé avec une société qui s'appelle Ingéliance, plus particulièrement Ingéliance Charente, qui est basée à Angoulême comme nous. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais on est basé à Angoulême. Et en fait, eux, ils avaient un besoin avec leurs clients, justement, qui devaient concevoir l'attraction Cosquer, qui a ouvert à Marseille il y a quelques mois. Parce que Cosquer, pour le petit contexte, c'est une grotte un peu comme les grottes de Lascaux. Donc, c'est des grottes avec des peintures rupestres, etc. Et vraiment importantes, on va dire, du point de vue archéologique. Seulement, on n'y a plus accès parce qu'elles sont immergées sous l'eau. C'est un plongeur et le plongeur s'appelle Cosquer. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps, bien après le projet. C'est pour ça que la grotte Cosquer s'appelle comme ça. Donc, du coup, il y a une attraction qui a été recréée, et cette attraction, comme elle a été créée en 2022-2023, elle est très moderne, et notamment, pour la parcourir, on est dans des véhicules autonomes, non pas sur un rail, mais vraiment avec une petite intelligence, alors très simple, hein, c'est très linéaire, mais qui permet de guider les véhicules dans un circuit prédestiné, et de voir l'attraction comme ça. Le problème qu'ils avaient en fait lors de la création de cette attraction, c'est qu'il y a 44 véhicules qui sont prévus, qui ont des vitesses variables selon l'endroit du parcours, et c'est des gens qui vont monter dans ces véhicules, 6 personnes par véhicule. Donc ils avaient un gros enjeu de prévoir qu'est-ce qui se passe si un véhicule s'arrête. Parce que les gens mettent trop de temps à monter. Si par exemple, il y a une personne âgée qui doit monter, ça prend plus de temps. Qu'est-ce qui se passe quel impact ça peut avoir sur le trafic?
Quel impact ça peut avoir sur le trafic aussi si un enfant laisse tomber un doudou sur la piste et que du coup les véhicules à l'arrière doivent s'arrêter le temps qu'on enlève le doudou. Il y avait beaucoup de questions sur comment on gère ça de leur côté et bien sûr quel impact ça a sur le trafic, à quel moment on retombe sur un trafic normal. Donc, ils nous ont sollicité parce que comme on fait du jeu vidéo et qu'on fait un petit peu de la simulation par ce biais-là, pour faire une simulation du circuit avec les données réelles des véhicules. Donc, il y en a plein, hein. Il y a la vitesse, la capacité d'arrêt, la distance à laquelle ils sont capables de détecter les obstacles, le nombre de véhicules, etc., etc. Le circuit exactement à la bonne échelle et à aux bonnes distances. Et donc, faire cette simulation pour pouvoir prédire les comportements et surtout que eux puissent ajouter manuellement des anomalies, donc des véhicules qui vont plus lentement que prévu, des véhicules qui font tomber un obstacle sans le vouloir, etc., etc., pour essayer de voir les impacts que ça a sur le trafic. Ça, c'était la base du projet. Nous, sur ce projet, d'abord, ce qu'on a développé avec eux, c'est une interface 2D classique, on va dire à l'ancienne, parce que c'était ce qui permettait le plus rapidement de pallier au questionnement. Avec cette interface, on s'est vite rendu compte de notre côté, quand on faisait nos tests, que ça marchait juste pas, que quand on mettait toutes les données des véhicules, des 44 véhicules, en fait, il y avait trop de véhicules et ils voulaient pas démarrer, quoi. Genre, il y avait un problème, en fait, qui était notamment lié à la distance des radars. Les radars regardaient beaucoup trop loin les obstacles. Et avec 44 véhicules sur la taille du circuit et les vitesses des véhicules, ça ne marchait pas. Il y avait des embouteillages tout le temps. Donc, on leur a communiqué tous les problèmes qu'on a eus. Ils ont itéré beaucoup sur les données réelles des véhicules. Et à la fin, on a trouvé quelque chose qui fonctionnait en temps normal déjà, qui tournait bien. Et après, on a peaufiné avec eux. Et la dernière étape de ce projet-là, ça a été de l'adapter dans une version MR, donc vraiment immersive. Et c'est cette version-là que tu as pu voir à Virtuality. On a fait ça pour deux buts. Le premier, c'était de leur montrer les apports que ça pouvait avoir, notamment dans la navigation. Alors eux, ils n'étaient pas équipés en matériel. Donc dans tous les cas, c'était pas la solution la plus déployable. Ça fait aussi partie des problématiques qu'on a avec les technologies immersives. C'est la problématique du hardware. Mais indépendamment du hardware, ça les intéressait de savoir comment est-ce qu'ils pouvaient utiliser ces technos. Et nous, ça nous intéressait de développer cette simulation en MR parce qu'on pense que il y a un marché, qu'il y a quelque chose à aller creuser de ce côté-là. Et on voulait avoir une démo qui soit prête, quelque chose qui est basé sur un vrai projet et qui ne soit pas voilà, Alors, indépendant. c'est Ouais, assez, c'est vraiment intéressant en fait, parce que c'est une vraie évolution par rapport à votre métier de base, d'aller dans la simulation et de, comment dire, de réutiliser les briques que vous connaissez bien, hein. Il y a de la 3D, il y a du Unity là-dedans, il y a c'est des ça. choses assez classiques pour vous en tant que concepteur de jeux vidéo. Réutiliser ces briques pour une simulation industrielle Ouais. d'une espèce de chaîne de production. C'est une réorientation, enfin une possibilité, une opportunité qui est vraiment intéressante, j'imagine. Oui, mais c'est super intéressant quand on parle comme ça parce qu'en fait, c'est ce dont on se rend compte a posteriori. Nous, quand on était sur le projet, c'était un projet génial. On a été très contents de le développer, donc que ce soit la version donnée ou la version MR, et la version MR surtout parce que tout de suite les possibilités sont agrandies, quoi. On peut manipuler le circuit, manipuler les voitures directement, poser des anomalies à la main, avoir les retours, les feedbacks, cliquer sur une voiture avec le doigt directement pour avoir les infos sur les voitures. Donc ça, c'est super intéressant à développer, mais même l'aspect simulation. En fait, quand on fait un jeu, on fait une simulation, c'est juste qu'on simule pas vraiment, on simule les règles qu'on a éditées nous-mêmes. Du coup, le travail est quand même vachement similaire. Là, on a édité des règles, qui étaient les règles de la vraie vie, et on les a reproduites au mieux que pouvait. Et donc, avant tout, ce qui nous a plu dans le projet, c'était ça, quoi. C'était le côté hyper intéressant intellectuellement, les challenges que ça portait. Et c'est après coup qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était un secteur dans lequel on n'avait pas encore mis le pied et dans lequel on voulait creuser justement. Et c'est aussi pour ça qu'il y a cette version MR, c'est parce que je pense que demain, si tu dois faire des projets de simulation pour de l'industriel, on va avoir besoin aussi d'être sur les techno immersives et notamment la MR. Je parle de la MR parce que en VR, il y a quand même ce côté cloisonnant qui n'est pas forcément le plus adéquat quand tu dois faire de la simulation, notamment à plusieurs, tu dois communiquer avec d'autres personnes autour de toi, etc. Je trouve que l'apport de la MR, c'est vraiment ce truc où tu n'es pas coupé du monde, mais en même temps, tu manipules les objets virtuels, de préférence sans contrôleur. J'aime bien quand il n'y a pas de contrôleur, c'est vraiment juste manuel. Et donc oui, ça a été un gros changement en termes de secteur, mais finalement, comme tu l'as dit, techniquement pour nous, c'était des choses qu'on savait déjà faire.
Et on n'a qu'une hâte, c'est de refaire ce genre de projet de simulation pour tout type d'industrie, quoi. Alors justement, là on a parlé de ce projet qui est emblématique, vraiment très intéressant. Quels sont vos projets aujourd'hui? Donc, nous, déjà, le premier projet, c'est que Augmenti, la marque Augmenti, ça a quelques mois, hein, ça a 3 mois, peut-être 2 ou 3 mois. Virtuality, quand on s'est rencontrés, c'était le premier événement avec cette marque-là. Donc, déjà, le premier projet, voilà, c'est de cadrer la marque, de bien cadrer notre offre. Donc, il y a beaucoup de choses en interne, d'investissement en interne pour bien cadrer l'offre. Deuxièmement, c'est justement d'avancer sur ce secteur des industries. Parce que nous, quand on commence en 2017-2018, euh, la réalité augmentée n'existe pratiquement que dans l'industrie, déjà. Il y a de temps en temps une démo d'entertainment qui arrive, mais il n'y a pas encore vraiment les filtres. En tout cas, les filtres existent, mais ils ne sont pas développables par n'importe qui. Donc, du coup, c'est vraiment que Facebook et Snapchat qui les fait. Encore Facebook à l'époque, hein, c'est pas Meta. Et donc, l'entertainment est vraiment le mainstream de la réalité augmentée et de la technologie immersive, c'est très balbutiant. Nous, on est allé là-dedans parce qu'à la base, on vient de là, on vient du jeu vidéo, on vient du B2C, on s'est dirigé là-dedans. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que toutes les problématiques auxquelles on a fait face en B2C, il y en a quand même une bonne partie qui sont réapplicables sur du développement B2B et notamment pour les industries. Tout ce qui va être les problématiques du X, par exemple, qui sont de plus en plus importantes. Au Laval Virtuel, j'ai rencontré des gens dont le métier était de réfléchir aux conséquences sur les conditions de travail qu'ont tous ces outils. Et du coup, c'est un vrai enjeu. Et je pense que quand on vient du jeu vidéo, où nous, on a des impératifs du genre, il faut que le jeu, au bout de 10 secondes, les gens aient compris les règles, aient compris tout ce qui se passe, sinon ils désinstallent le jeu, ça forme, quoi. Ça t'entraîne à essayer de faire un truc qui soit simple, clair, limpide et qui fonctionne tout de suite. Et sinon, indépendamment de ça, ben, on voit que c'est porteur. Je sais pas si Apple va vraiment sortir son casque cette année. A priori, c'est le cas. Je sais pas l'angle d'attaque. J'ai entendu tes idées là-dessus. Je suis assez d'accord avec ta théorie côté parce que du coup, tu présentais le fait que ce casque-là serait certainement orienté self-care, très sur la santé et tout ça. Et je suis assez, enfin, je vois bien Apple se misser là-dedans, mais indépendamment de ça, tous les autres vendeurs de casques, ils te vendent de l'industriel, quoi. C'est vraiment que là que ça se joue. Donc, on veut y aller aussi. On pense qu'on a notre pierre à apporter à l'édifice. C'est ça le projet principal, quoi. Et c'est intéressant parce que tu nous as parlé en fait de la façon dont tu voyais l'évolution justement depuis quelques années, Ouais. depuis le début en fait où vous avez commencé en 2017. Quel- si tu avais gardé vraiment, si tu avais à garder vraiment une évolution significative de la réalité augmentée ou de la réalité mixte, hein, sur ces 5, 6 dernières années, Mm. qu'est-ce que tu mettrais en avant? On parle d'évolution globale, hein, que ce soit pas une évolution hardware ou Oui, enfin, oui. spécifiquement hardware. Bah, pour moi, le truc le plus fort qui a été fait en réalité augmentée, VR, etc., ces dernières années, je dirais, c'est la réussite qu'ont eu les réseaux sociaux à rendre mainstream ces technos par le biais des filtres. Je trouve ça c'est assez fort parce que même encore en 2023, quand je dis on fait de la réalité augmentée et que je montre nos filtres, les gens me disent, bah non, c'est un filtre. Oui, mais c'est de la réalité augmentée en fait. Et je trouve qu'un bon acteur là-dessus, c'est Snapchat. Ils ont ce truc c'est un réseau social initialement, tout le monde les connaît pour ça, mais ils font des devs en AR, ils sortent du hardware qui est super novateur et qui est vraiment intéressant à suivre, je trouve. Donc pour moi, c'est la mainstreamisation via les filtres. Et sinon, le deuxième point qui m'intéresse énormément et qui, à mon avis, enfin, change tout. C'est plus du point de vue hardware, c'est l'arrivée des lidars sur tous les téléphones, iPhone, et puis maintenant, voilà, ça va être sur les casques. Euh, c'est pour nous qui sommes très confrontés à la problématique du tracking. Et encore une fois, que ce soit pour de la VR ou de la R, hein, c'est hyper important d'avoir connaissance de l'environnement en temps réel. Bah, les lidars, c'est top, quoi. Alors, tu as vraiment un mapping temps réel du truc. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment les deux innovations, une plutôt côté marché et une vraiment côté tech. Et si on parle des secteurs économiques, tu as exploré, enfin, vous avez exploré Mhm. pas mal de choses finalement avec le tourisme, le patrimoine, pas mal d'entreprises. Si tu avais, toi, à voir dans les 2, 3 prochaines années les secteurs économiques les plus prometteurs, alors encore une fois, on parle de réalité augmentée, mais de réalité mixte aussi avec les casques, Ouais. qu'est-ce que tu mettrais dans ton top 3?
Dans mon top 3, bah, déjà, encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Je suis très d'accord avec toi sur la thématique de la santé. Et quand je parle de santé, je parle pas que de l'hôpital, etc. Je parle du self-care, la méditation, tout ce qui est lié vraiment au fait de prendre soin de soi. Je pense qu'il y a énormément de choses, de faire du sport. Je pense qu'il y a énormément de choses à creuser là-dedans, notamment avec les casques, parce que quand tu n'as plus le téléphone à tenir dans les mains, ça change beaucoup de choses sur tous ces sujets-là. Moi, j'ai des problématiques. On m'a soumis des trucs du genre reconnaître en temps réel une pompe à insuline sans avoir de téléphone dans les mains, parce qu'il faut la manipuler à deux mains. Et donc, du coup, être capable de placer en temps réel les boutons pour que les gens qui n'ont jamais eu affaire à une pompe à insuline sachent l'utiliser. Et ça, c'est hyper spécifique, mais ça concerne quand même déjà des millions de gens. Et je pense qu'il y a énormément de choses à creuser du coup côté santé. Je vais dire le jeu vidéo parce que malheureusement, du coup, bah, alors, nous, on a sorti un jeu donc en 2019-2020, Toco Toco, qui est toujours aujourd'hui notre fer de lance, euh, qui est un jeu complètement intégralement en réalité augmentée, qui dure 1 heure et demie, 2 heures. Et en fait, on s'est rendu compte il n'y a pas longtemps que quand on regarde sur les stores, Apple ou Android, il n'y a pas il y a toujours pas de grosse concurrence sur le jeu qu'on a fait à l'époque, alors que ça fait quand même plusieurs années. Donc c'est qu'il y a un vrai problème sur le marché du jeu vidéo réalité augmentée. Il y a eu un engouement avec Pokémon Go, mais finalement, c'était pas la réalité augmentée qui intéressait les gens, c'était plus le côté location-based. Et derrière, est-ce qu'on a réussi à trouver c'est quoi un bon jeu en réalité augmentée, en réalité mixte? Je pense pas. En réalité virtuelle, on y arrive maintenant, ça y est, on a des bons trucs. Mais en réalité mixte, on n'a pas encore trouvé, donc je pense que ça, c'est un gros secteur. Et puis, un top 3 si je devais terminer, je pense toujours les industries, hein, il y en a pas assez, quoi. C'est-à-dire qu'il y a trop de trucs un peu US où, alors, c'est normal de faire des simulations sur site, des trucs qui coûtent beaucoup de temps et beaucoup d'argent, mais parce qu'il faut le faire, c'est important. Mais on pense pas suffisamment au fait que des fois, avec un développement à 20 000 euros, 30 000 euros, qui du coup coûte bien moins cher que les déploiements dont on a parlé, bah, tu peux tester énormément de use cases et du coup être encore plus près quand tu fais des tests en situation réelle sur site et du coup dépenser moins d'argent à la fin du compte, quoi. Donc c'est intéressant, c'est une sorte de démocratisation, diffusion de la technologie, peut-être aussi, comme tu disais, hein, avec des outils qui deviennent de plus en plus simples à utiliser, en tout cas pour des usages de base, et Ouais, qui amènent les gens à se dire que c'est peut-être plus simple de les utiliser et moins cher. Ça tombe bien parce que ma dernière question, enfin mon avant-dernière question, euh, ok. elle est un peu du côté de la prospective. Euh, Sauf que je fais très attention maintenant, je ne demande pas aux gens d'imaginer comment va être le futur, parce que c'est toujours un peu casse-gueule. Sauf si tu me fais des Ouais. prévisions à 50 ans, comme on ne sera pas là pour les voir, il n'y a pas de problème. Mais si tu avais, toi, si tu avais une baguette magique, un truc à changer pour favoriser justement l'adoption de la réalité augmentée ou de la réalité mixte dans le plus de secteurs possible, qu'est-ce que tu changerais d'un coup? Alors, ça va être je pense, je sais pas si c'est une réponse qui est donnée souvent, mais moi je sais que c'est la grosse douleur qu'on a nous, en tant que créateur. Euh, Ça va paraître un peu simple, un peu réducteur, mais c'est comment est-ce qu'on fait pour monétiser tout ça? Euh, on a compris au fil du temps comment monétiser, par exemple, des jeux en ligne qui sont gratuits, on a compris comment monétiser des apps, etc. Aujourd'hui, je sais quand on fait quelque chose en réalité augmentée, toute la partie monétisation est extrêmement complexe parce que on a, que ce soit la réalité augmentée ou la réalité mixte, hein, je rattache toujours aux deux, on a peu d'utilisateurs et en plus de ça, il y a énormément de friction euh, au fait de réussir la monétisation parce que on peut pas mettre de publicité. Ou alors, il faudrait vraiment changer complètement notre façon de faire du display de publicité dans ces applications-là. On peut pas faire des achats intégrés de manière un petit peu intelligente parce qu'on a tout le temps, enfin, on est dans une expérience immersive, quoi. Donc, on n'a pas envie d'avoir d'un coup une interface avec le numéro de carte de crédit à mettre, etc. Enfin, donc, je me pose pas mal de questions sur. Et nous, c'est la grosse douleur qu'on a, c'est OK, on fait des projets. Donc, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup en B2B, c'est parce que du coup, l'usage est très ciblé et du coup, on sait comment le faire. Et on trouve toujours, tu vois, des manières de s'adapter techniquement aux enjeux. Mais si tu dois faire du B2C, si tu dois travailler directement avec le consommateur, et d'ailleurs, je trouve que toutes les problématiques de métaverse, Horizon, tout ça, enfin, personne n'est rentable, quoi. Comment est-ce que tu fais pour monétiser tous ces contenus immersifs et transformer ça en un vrai secteur consumer friendly? Ça, je sais pas encore. Et moi, c'est vraiment le truc que je changerais si j'avais une baguette magique.
je demanderai à ce qu'elle résolve cette équation-là, quoi. Pour terminer, j'aimerais te questionner sur les prochaines étapes d'Augmenti dans les mois ou peut-être les 2 ans qui viennent. Quels sont vos grands milestones? Bah, ça rejoint un peu la question que tu posais tout à l'heure. Moi, je dirais que là, il faut vraiment qu'on sorte un gros projet MR. Euh, on fait tout pour, on discute avec beaucoup de monde, forcément les constructeurs de casques et puis des providers de licences ou de contenu avec qui on peut travailler. Euh, Nous, enfin, quand je vois ce qu'on a fait avec Toco Toco, donc qui est notre jeu sorti en 2019-2020, c'était le parachèvement de 2, 3 années de travail avec de la réalité augmentée sur des projets très peu ambitieux, mais très techniques, des filtres et des choses comme ça. Et quand on a fait Toco Toco, on s'est dit comment est-ce qu'on va faire un jeu qui montre tous les tours de magie qu'on a appris à faire en réalité augmentée spécifiquement euh, dans un jeu d'1 heure et demie, etc. Là, j'aimerais qu'on fasse la même chose avec la MR, quoi. Comment est-ce qu'on va faire une expérience, un jeu ou une app, ou peu importe, un contenu MR qui soit vraiment démonstrateur de tout ce qu'apporte la MR, d'une UX qui soit fiable et solide et un truc qui soit un peu à l'épreuve du temps au maximum. Je dirais que ouais, l'envie que j'ai, c'est qu'en tout cas l'année prochaine ou dans 2 ans, on ait développé ce contenu MR un peu fort qui passe par les buts. Eh ben, merci Adrien pour toutes ces réponses et cette discussion. On viendra, j'espère qu'on pourra dans un an, comme tu dis, revenir Ouais, sur ce j'espère. fameux projet et voir et l'expérimenter, voir ce que ça va donner. En tout cas, merci beaucoup et puis à très bientôt alors pour la suite des aventures d'Augmenti. Bah, merci à toi. Hein. Merci encore pour cette discussion. C'était super. Les questions sont top. Et bah, à la prochaine, j'espère. À bientôt.